Bonjour, alors bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Budget du Pacifique. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 étapes que j'ai suivies pour débuter dans ma gestion des finances personnelles et plus précisément pour me lancer dans le budget zéro et la méthode des enveloppes budgétaires. Je précise que j'habite en Nouvelle-Calédonie et que donc ce sont, les exemples que vous allez voir, ce sont mes exemples en francs CFP, donc qui est la monnaie du Pacifique. Donc vous ne verrez pas d'euros sur cette chaîne, mais la méthode reste la même, quel que soit le pays où vous êtes et quelle que soit la monnaie dans laquelle vous évoluez. Donc ça c'est un petit peu la conclusion à laquelle je suis arrivée et comment moi j'ai réussi à me lancer dans le système et par où commencer, parce que ça a l'air tellement obscur au début qu'on ne sait pas trop par où prendre le problème et par quoi commencer. Donc la toute première chose, et c'est une des plus difficiles au final, c'est... Alors ça peut paraître un petit peu pompeux ce que je vais dire, mais c'est d'affronter ces relevés de compte. Pourquoi je dis ça? Parce que alors moi je suis quelqu'un qui les regardait de très très loin. Je m'en préoccupais pas vraiment. Je suis pas quelqu'un qui pointe toutes les semaines ou tous les mois. Et comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai pas forcément de soucis d'argent au sens où on a toujours réussi à épargner, on n'a jamais été à découvert, etc. Donc c'est vraiment pas une problématique qui me... Voilà, le suivi budgétaire, c'était de très loin pour moi. Et j'avais ce confort de ne pas avoir forcément à m'en soucier. Mais donc je me suis intéressée un petit peu à la gestion budgétaire parce qu'on discutait avec une de mes collaboratrices du système des enveloppes qu'elle utilisait. Et du coup, j'ai un petit peu commencé à me renseigner sur le sujet, etc. Et j'ai ouvert mes relevés de compte. Et là, j'ai été très surprise. J'ai été très surprise de ce que j'y ai trouvé. Donc quand je vous dis affronter ces 3 derniers relevés de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être très concret. C'est-à-dire qu'on va prendre les 3 derniers relevés. Donc, de toute façon, je vous en présente 3, mais peu importe. On se munit de nos relevés, on se munit de Stabilo, ou si vous ne voulez pas écrire dessus, vous reportez ailleurs. Et on va prendre un petit peu toutes les opérations du relevé de compte et on va les catégoriser en plusieurs choses. Parce que en fait, ce que je me suis aperçue, c'est qu'on avait un a priori sur où est-ce qu'on met notre argent, etc. Mais entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité des chiffres, et en tout cas pour moi, il y avait une sacrée différence. Donc, on prend ces relevés de compte, on se munit de petites couleurs et on stabilote nos dépenses, toutes les lignes de dépenses, en plusieurs couleurs. D'une couleur, on va mettre les dépenses fixes. Donc c'est ce qui est prélevé tous les mois sur votre compte. Là-dedans, vous pouvez avoir le loyer, qu'est-ce qu'il y a? L'électricité, les frais bancaires, les abonnements, il peut y avoir... qu'est-ce que j'oublie? Les abonnements, il peut y avoir l'eau, il peut y avoir un gros poste, les assurances, les charges de copropriété, les charges locatives, etc. etc. Ça va dépendre de chacun. Donc vous allez identifier comme ça toutes les dépenses fixes qui sont prélevées de manière automatique tous les mois sur votre compte. Et ça va vous donner une somme.
Donc ça, c'est la somme de vos charges fixes qui, de toute façon, tous les mois, quoi qu'il se passe, disparaître de votre compte en banque. Donc ça, c'est une première catégorie de dépenses à identifier avec le système que vous voulez, des couleurs, etc. Voilà, à voir. Mais il faut identifier ces dépenses fixes. Et ça, croyez-moi, en abonnement, j'ai été un peu surprise parce que j'avais un abonnement à Audible, j'avais un abonnement, une application de méditation, j'avais un abonnement pour le sport, j'avais un abonnement à la salle de sport où je n'allais pas, etc., etc. Et quand on fait des projections de ces dépenses tous les mois et qu'on multiplie par 12, et ça fait un petit peu peur de voir le montant sur un an qui peut partir en abonnement. Alors qu'on se dit, oh, c'est 2000 francs par mois, etc. Et au final, sur un an, ça fait 20, 25 000. Et si vous cumulez tous les abonnements, ça fait vite des sommes rondelettes. Bref, l'écrire et faire la somme et de voir le montant, ça fait un petit peu réaliser les choses. La deuxième catégorie de dépenses que vous allez identifier, ce sont vos crédits. Donc ça peut être immobilier, ça peut être des crédits conso, ça peut être pour la voiture, etc. etc. Donc ça, ce sont pareil, tous les crédits qui sont prélevés tous les mois, quoi qu'il se passe. Et là également, vous allez avoir la somme de vos crédits qui va être identifiée quand vous aurez mis bout à bout tout ça. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de dépenses. Et la troisième catégorie de dépenses que vous avez éventuellement, ce sont vos épargnes. Donc, est-ce que tous les mois, il y a un virement qui part ou est-ce que vous mettez de côté sur un compte épargne, etc. Ou sous forme d'assurance vie, ou ça peut être un plan épargne retraite, ça peut être... voilà. Est-ce qu'il y a des sommes qui partent tous les mois en épargne ou pour les enfants, sur un compte épargne, etc. etc. Donc ça, c'est la troisième catégorie de dépenses. Tout ce qui reste, toutes les lignes qui n'auront pas été mises en couleur, ça correspond à vos dépenses variables. Donc les dépenses variables, ce sont les dépenses du quotidien qui fluctuent chaque mois. Donc ça correspond très souvent à l'alimentation, à la santé, à la beauté. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Au loisir, resto. Il peut y avoir des dépenses pour les enfants. Moi, c'est mon cas, on a 2 enfants, donc voilà. Il peut y avoir... qu'est-ce que j'ai moi comme catégorie? Il peut y avoir les animaux. Il peut y avoir les transports, etc. etc. Donc ça, ça va être toutes vos dépenses variables. Moi, j'imaginais pas forcément que la répartition était celle qu'elle était quand j'ai vraiment fait le point sur les 3 derniers mois, ce qui permet d'avoir un ordre d'idée un peu plus précis. Et ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez regarder la moyenne sur les 3 derniers mois. Vous n'allez pas prendre un mois, parce que selon les mois, ça peut vraiment varier. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder sur les 3 mois et de faire la moyenne. Donc, vous allez bien vous rendre compte de toutes vos catégories de dépenses. Ça, c'est la première étape, c'est d'avoir un état des lieux vraiment de l'ensemble de vos dépenses et également de l'ensemble de vos ressources. Parce que c'est quand même important de savoir quelles sont nos ressources. Parce que des fois, on pense qu'au salaire, mais il peut y avoir également les aides, les APL, les allocations, etc. Moi, j'inclus dans mes ressources les remboursements médicaux parce que je les compte aussi dans mes dépenses de santé. Mais c'est bien aussi de savoir un petit peu comment fluctuent nos ressources. Est-ce qu'elles sont stables? Est-ce qu'elles bougent d'un mois sur l'autre, etc. Donc, ce travail sur les comptes en banque peut aussi vous permettre de bien vous rendre compte de vos ressources. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, pour moi, c'est se renseigner. Se renseigner sur un petit peu tout ce qui est les finances
on appelle ça les finances personnelles. Alors je fais ma maline maintenant, mais avant je savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est un terme que j'ai découvert, avec lequel je n'étais absolument pas familière parce que je m'y étais strictement jamais intéressée. Donc au départ, moi je me suis intéressée au système des enveloppes, et puis de fil en aiguille, du système des enveloppes, je me suis intéressée au budget zéro. Du budget zéro, je me suis intéressée aux finances personnelles d'une manière plus large. J'ai découvert Dave Ramsey, qui est un Américain qui a travaillé beaucoup sur la thématique des finances personnelles. J'ai énormément regardé de vidéos sur YouTube, notamment Louise Budget et Un jour mon budget. J'ai également regardé des blogs. Voilà, il y a plein de choses qui existent pour un petit peu se renseigner et comprendre la logique des finances personnelles. Alors vous me direz que c'est assez rigolo parce que je suis chef d'entreprise. Dans le cadre de mon entreprise, je m'occupe du budget et j'ai des prévisions, etc. dans tous les sens. Mais pour ce qui était des finances personnelles jusqu'à il y a quelques mois, c'était le néant. Donc avec tous les renseignements que j'ai pris, ma conclusion ça a été qu'il fallait que je commence en fait par faire mon budget. Donc par faire un budget familial en fait. Et donc moi j'ai choisi d'utiliser le budget base zéro comme méthode. Parce que c'est celle qui m'a paru le plus adaptée à ce que j'avais envie de faire, et c'est ce qui m'a paru être le plus accessible. Donc voilà, tout ça, tous ces renseignements, ça m'a permis un petit peu de me rendre compte de ce qui se faisait, de ce qui existait, des préconisations entre guillemets, et de découvrir le budget base zéro, et de aussi comprendre qu'il fallait commencer par faire un budget. Après la méthode du budget, il en existe plein. Moi je connais celle-là parce que c'est celle que j'utilise, mais en tout cas à vous de regarder un petit peu ce qui peut vous convenir. Donc ça c'était la deuxième étape, se renseigner. Et cette deuxième étape, elle permet d'arriver à la troisième, qui est de définir vos objectifs. Pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer dans une méthode de gestion budgétaire, suivre vos budgets, etc. Il y a autant d'objectifs que de personnes. Ça va définir votre motivation à vous tenir au système que vous allez mettre en place, etc. Et en fait, c'est comprendre, c'est un peu comme dit Simon Sinek, c'est toujours commencer par pourquoi. Why? Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que si on ne comprend pas le pourquoi, c'est compliqué de rester motivé, et c'est la raison principale pour laquelle on continue, c'est quand on sait pourquoi on le fait. Donc, il va falloir définir votre pourquoi. Définir votre pourquoi, ce sont définir vos objectifs. Et vous pouvez en avoir plusieurs. Est-ce que c'est combler un découvert? Alors moi, c'est vrai que ça, c'est pas un sujet que je connais, dont je me permettrai de parler parce que je n'ai jamais été concernée, heureusement pour moi, par le sujet. J'ai eu cette chance. Est-ce que c'est épargner plus, épargner tout court? Est-ce que c'est épargner pour avoir un crédit? Est-ce que c'est épargner pour mettre en place des projets? Est-ce que c'est pour maîtriser vos achats compulsifs? Moi, à une époque, j'achetais beaucoup. Ces dépenses, en fait, maîtriser vos dépenses sur internet, etc. Alors moi, je suis un petit peu préservée parce que j'habite en Nouvelle-Calédonie, j'habite à la campagne. Et les achats sur internet, c'est vraiment pas très facile et ça coûte une blinde. Donc, c'est pas quelque chose c'est quelque chose sur lequel j'ai été vite calmée parce que l'offre est pas vraiment là. Mais ça peut être un des objectifs et une motivation pour se renseigner sur tout ce qui est budget. Ça peut être de préparer la retraite, tout dépend un petit peu de l'âge que vous avez. Ça peut être pour préparer une reconversion. Et ça peut être pour plusieurs de ces raisons. Alors en général, c'est d'ailleurs pour plusieurs de ces raisons. Pour moi, en premier lieu, c'était d'épargner et de préparer la retraite.
Alors, épargner plus dans le but de rembourser mes crédits. Hein. Moi, c'était pour mes crédits. Enfin, mes crédits. J'ai un seul crédit, c'est mon crédit immobilier. Enfin, qui est réparti en 2 crédits. Mais le seul crédit qu'on a, ce sont des crédits immobiliers. Donc, j'ai plusieurs objectifs. Épargner et la retraite. Mais je vais avoir à les prioriser. Parce que préparer la retraite avant d'épargner, ça n'a pas forcément de sens. Donc, au final... Et bien là, non seulement il faut définir vos objectifs, et ça ils vous sont personnels, et ensuite les prioriser. Vous n'allez pas préparer votre retraite avant de rembourser vos découvertes, ça n'a pas forcément de sens. Par contre, ça peut avoir du sens, et ça c'est ce que j'ai découvert dans mes recherches, d'épargner un petit peu tout en remboursant ses découvertes. Parce que on considère qu'il vaut toujours mieux mettre quand même une petite somme de côté. Alors très souvent la préconisation que j'ai trouvée c'était 1 000 €, mais c'était d'avoir un premier fonds d'urgence de 1 000 € et de pas forcément combler tout de suite son découvert, parce que si vous épargnez pas du tout et que dès que vous avez la moindre petite tuile il faut encore se remettre à découvert, c'est un cercle vicieux. Donc bref, en 1, définir vos objectifs, en 2, définir vos priorités dans vos objectifs et dans quel ordre vous allez essayer d'atteindre vos objectifs. Donc ça, pour moi, c'est indispensable de savoir pourquoi vous le faites. Parce que ça va vous permettre d'être consistant. 4e étape, c'est de définir, enfin de faire votre... Alors pour moi, c'était la méthode que j'ai choisie, mais faire votre budget, votre premier budget. Donc c'est le budget base 0. Faire votre premier budget. Donc on va faire, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc moi j'ai commencé très simplement, vous voyez ça évolue au fil du temps. Mais donc j'ai un bullet journal. Et donc j'ai commencé dans mon bullet journal à définir, je vais vous montrer là, ce sera plus clair. Mais j'ai commencé sur du papier, puis au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Et c'est la même chose. Ça, c'était le tout premier de juillet, et ça, c'est celui d'août. Donc, je vais vous montrer là parce que c'est quand même plus visuel. Donc, comment ça fonctionne un budget base 0? Vous allez définir vos ressources. Donc, notez toutes les ressources du foyer, ce qui va vous donner un total de ressources. Vous allez ensuite définir vos crédits. Donc, les crédits en cours, tous les crédits. Vous allez également voir vos épargnes, donc mettre les épargnes, ce qui part sur le compte épargne. Et vous allez, grâce au travail que vous aurez fait, tout ça, ça se fait grâce au travail que vous aurez fait sur vos relevés de compte, identifier vos dépenses fixes. Donc, si je simplifie ici, vous avez vos ressources, auquel vous avez enlevé moins vos crédits, moins votre épargne, ce qui part en compte épargne dès le début du mois, moins vos dépenses fixes, et ça va vous donner ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc le reste à vivre, c'est la somme qui vous reste pour les dépenses du quotidien. Donc les dépenses du quotidien, c'est celles qu'on a identifiées dans la première partie. C'est l'alimentation, c'est la santé, c'est les transports, les enfants, les loisirs, etc. Et c'est ce reste à vivre qu'on va identifier pour nos dépenses du quotidien. Donc ça va vous donner un montant. Voilà, un montant à répartir. Donc admettons 150 000 francs en CFP évidemment, à répartir pour vos dépenses du quotidien. Donc ça c'est la première étape. Donc ça on sait qu'on va pouvoir, quand on aura dépensé ces 150 000 francs, notre budget sera à 0. C'est-à-dire que nos ressources, le principe du budget base 0, c'est que les ressources d'un côté sont égales, donc vos ressources du mois mensuel,
sont égales à vos dépenses mensuelles. Donc quand vous aurez pris vos épargnes, vos crédits, vos dépenses fixes et vos dépenses variables, et bien ça, c'est égal à vos ressources du mois. On arrive à 0. Alors on n'est pas au franc près hein, évidemment, mais en gros on arrive à 0. Donc on va se concentrer un petit peu sur la 5e étape qui est en fait de répartir vos dépenses variables. Les dépenses variables, c'est ce qui va aller dans le système des enveloppes. Donc on peut tout à fait faire un budget base 0 sans se soucier du système des enveloppes. Donc en fait, c'est en 5e étape de définir vos enveloppes. Alors, pour définir vos enveloppes, donc on a dit qu'on avait un montant, donc là on était parti sur 150 000 francs par exemple, qui était notre reste à vivre. Donc quand on a enlevé de nos ressources, nos crédits, nos épargnes et nos dépenses fixes. Donc ce reste à vivre, on va le répartir en catégories. Donc c'est les fameuses enveloppes que l'on voit partout. Et ça, les catégories, a priori, il y a autant de catégories et d'enveloppes que de personnes. Classiquement, ce que j'ai retrouvé partout, c'est alimentation ou courses, beauté, santé, loisirs, enfants, qu'est-ce qu'il peut y avoir, transport qui revient aussi tout le temps, etc. etc. Il faut savoir que ça c'est vraiment hyper personnel, ça dépend complètement de votre organisation, de votre famille, de comment vous fonctionnez, etc. A priori, une dizaine, c'est pas mal. Une dizaine de catégories différentes. Au-dessus, en dessous, pourquoi pas, mais au-dessus, ça fait beaucoup d'enveloppes. Après, j'ai vu des gens qui avaient l'air de fonctionner avec aussi beaucoup plus. Donc ça, c'est la première chose, c'est de voir quelles sont à vous, vos catégories qui correspondent à votre façon de fonctionner. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de déterminer si ces enveloppes, vous allez les utiliser de manière virtuelle ou de manière concrète en cash. Donc si vous allez utiliser le système des enveloppes, ce qui veut dire en fait définir un montant par catégorie de dépenses, si vous allez utiliser ce système soit en enveloppe cash, soit en enveloppe virtuelle, soit en enveloppe mixte. Parce que, par exemple, l'enveloppe transport, quand on a une voiture, c'est très compliqué de faire le plein d'essence et de régler en espèces. Ça, c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Il y a d'autres catégories où, par exemple, la santé, moi je sais que chez le médecin, etc., je paye en carte. Donc il y a des enveloppes où pour moi, c'est un peu compliqué de payer en cash et j'avais pas forcément envie non plus de me promener avec énormément de cash. Donc j'ai défini en fait les enveloppes qui allaient être en virtuel, les enveloppes en cash et les enveloppes mixtes. Donc par exemple chez moi l'enveloppe santé, l'enveloppe transport, ce sont des enveloppes virtuelles. L'enveloppe enfant, l'enveloppe loisirs, ce sont des enveloppes cash. Et l'enveloppe alimentation, c'est une enveloppe mixte. J'ai une partie que je paye en carte bleue et une partie que je paye en espèces. Donc ça, c'est la typologie de vos enveloppes. L'autre chose qu'il va falloir définir, quand vous allez définir vos enveloppes, c'est le montant que vous allez mettre pour chacune de ces enveloppes. Alors sur quoi je refilme quelques plans pour la vidéo parce que j'ai perdu quelques minutes, bref. Donc j'en étais à vous expliquer comment fixer le montant de vos enveloppes. Donc on reprend dans l'étape 1 ce qu'on a fait avec nos relevés de compte, les relevés des 3 derniers mois, ce qui nous permet d'avoir un ordre d'idée
du montant qu'on dépense actuellement dans chacune des catégories. Et c'est comme ça qu'on va se baser pour déterminer le montant qu'on va affecter à chacune de nos enveloppes. Moi, ce que j'ai fait pour mon premier mois d'enveloppe, c'est que j'avais un reste à vivre qui était déterminé et que j'ai choisi de répartir l'intégralité de ce reste à vivre entre mes différentes catégories. Dans l'idée où j'allais pas forcément tout dépenser pour ce premier mois et que ça allait me permettre d'affiner ce montant et les mois suivants de réduire le montant de chacune des catégories pour que ce soit au plus proche de la réalité. Et ce qui n'allait pas rentrer dans ces catégories, l'épargner directement en début de mois. Donc ça, c'est la méthode que moi j'ai utilisée pour déterminer le montant de mes enveloppes. L'étape suivante pour déterminer ces enveloppes, c'est de déterminer si ça va être des enveloppes que vous allez remplir à la semaine ou au mois. Pour ma part, le premier mois, donc le mois de juillet, j'ai rempli mes enveloppes en cash à la semaine. Pas parce que c'était vraiment un choix, mais plutôt parce que je ne m'étais pas organisée en amont et que j'étais pas dans la capacité de retirer 150 000 francs CFP ou 1000 et quelques euros d'un seul coup à la banque. Et j'avais pas anticipé la chose du tout, donc en fait je me suis retrouvée coincée par le plafond de ma carte bleue. Donc ce que j'ai fait, c'est que le premier mois, j'ai rempli, alors je vais vous montrer l'exemple là, mais j'ai rempli une partie sur la semaine 1, une autre partie sur la semaine 2, etc. notamment pour l'enveloppe alimentation, qui est la plus grosse enveloppe au niveau des espèces. Pour le deuxième mois, j'étais un peu plus organisée et j'avais réussi à prévoir suffisamment de cash pour pouvoir remplir tout en début de mois. Donc le fait de remplir au mois et à la semaine, ça peut être lié comme moi à des contraintes techniques, on va dire ça comme ça. Ça peut également être une stratégie pour un petit peu structurer vos dépenses, et si vous avez tendance à trop dépenser, peut-être que c'est plus simple de scinder semaine par semaine et de se donner un budget par semaine, et tout ce qui n'a pas été dépensé, de le mettre de côté à la fin de la semaine. Ça peut être, en fonction encore une fois de l'objectif que vous êtes donné et des raisons pour lesquelles vous mettez en place cette méthode, ça peut être une stratégie de choisir de fonctionner à la semaine ou alors de fonctionner au mois. Voilà, donc je vais rebasculer sur la vidéo que j'avais tournée pour vous faire un petit récapitulatif des différentes étapes pour concevoir ces enveloppes. A tout de suite. Donc, petit récap pour ce qui est de comment définir ces enveloppes. En 1, on définit les catégories. Donc, quelles sont les catégories qui vous correspondent? Quelles sont les dépenses que vous avez au quotidien et l'organisation que vous souhaitez mettre en place? Quelle quantité d'enveloppes vous souhaitez avoir, etc., etc. En 2, vous allez définir si ce sont des enveloppes cash, virtuelles ou mixtes. Ça, encore une fois, ça dépend un petit peu de vos objectifs et de vos habitudes et du fonctionnement que vous avez au quotidien et de celui que vous souhaitez mettre en place. Parce que si votre objectif c'est de mieux vous rendre compte de vos dépenses en utilisant du cash, vous allez peut-être privilégier les enveloppes cash. Voilà, ça dépend un petit peu des objectifs de chacun. En 3, c'est le montant de chacune de ces enveloppes. Donc le montant total à répartir dans les enveloppes, c'est votre reste à vivre, mais le montant de chacune des enveloppes, comme on l'a vu, c'est par rapport à vos besoins, votre réalité, et une bonne base pour débuter, ce sont vos 3 derniers relevés de compte et la moyenne de ce que vous dépensez dans chacune des catégories que vous avez choisies. Après, vous pourrez affiner ça sur les mois suivants. Et ensuite, c'est si vous passez à la semaine ou au mois. Si vous allez remplir chacune des enveloppes par semaine et enlever le surplus chaque semaine, ou au contraire remplir au mois et faire le point en fin de mois de ce qui reste dans l'enveloppe.
Ça, encore une fois, ça dépend un petit peu de vos habitudes, de si c'est plus facile pour vous de segmenter ou si au mois ça vous convient, etc. etc. Ça, c'est vraiment assez personnel. Voilà pour ce qui est de définir les enveloppes. La 6e étape, c'est de s'organiser matériellement. Donc c'est vraiment la partie concrète, c'est le matériel. Alors, moi, je m'étais dit quand j'ai débuté avec le système des enveloppes que mon objectif c'était d'épargner, d'économiser, etc. Donc je ne voulais pas investir pour me mettre en place dans le système. Alors, pas parce que je trouve que ça coûte trop cher, mais parce que sur le principe déjà, je trouvais que c'était pas très logique. Et surtout, en fait, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis aperçue qu'il y avait plein de formats. Il y a du A5, du A6, du A7. Il y a des filofax. Il y a des petites enveloppes en papier. Il y a des porte-monnaies. Il y a plein de choses. Des trackers de plein de tailles, etc. Des budget planners, le happy planner. Enfin, j'ai découvert énormément de choses. Alors, ça donne super envie parce que c'est esthétique, c'est joli, etc. Il y a les super tirelires là que j'ai vu un petit peu partout, etc. Mais en fait, je pense que il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour démarrer. On peut démarrer assez basiquement avec des enveloppes. Donc tout ça, je pense que c'est un petit peu prématuré de se lancer dans tout ça ou d'attendre d'avoir tout ça pour se lancer. On peut tout à fait commencer avec des enveloppes blanches dans lesquelles on écrit les catégories des enveloppes et mettre notre monnaie dedans et mettre ça dans notre porte-monnaie. On peut tout à fait, si on est un peu manuel, faire des recyclages, des DIY, etc. Moi, j'ai commencé avec un vieux filofax que j'avais quand j'avais 15 ans. J'ai retrouvé les papiers de l'agenda qu'il y avait dedans et du coup j'ai fait le calcul. Ça date de quand j'avais 15 ans. Et ma fille l'avait récupéré chez mes parents. Bref, c'était dans sa chambre. Et donc j'ai customisé mon vieux filofax de quand j'avais 15 ans parce que j'adore faire des DIY, de la couture, etc. Et du coup j'ai recyclé ce truc là. Alors après ça pourrait tout à fait être une boîte, un cahier, enfin je pense que vraiment avec ce qu'on a à la maison on doit réussir à démarrer. Pareil pour l'intérieur, la seule chose dont vous avez vraiment besoin pour moi ce sont des trackers. Les trackers ils sont gratuits sur le site de Chris Budget, vous pouvez les télécharger et les imprimer. On peut démarrer avec des trackers et tout simplement un stylo, voire un petit stylo qui s'efface, je crois que c'est les stylos friction qui permettent d'effacer si on a fait des erreurs et de réutiliser le même tracker. Pour ce qui est des enveloppes, moi j'ai pas acheté d'enveloppe à zip, etc. Alors j'ai la chance d'avoir une plastifieuse à la maison et j'ai suivi un tuto qui m'a permis de faire mes propres enveloppes maison. Tout simplement, j'ai recyclé des petits bouts de papier, etc. etc. Là, on en est au 2e mois, donc je me suis un petit peu améliorée. J'ai créé des petits visuels que j'ai plastifiés, mais voilà, ça ne m'a rien coûté. Et je pense que l'essentiel, c'est pas tant de ne pas investir dans le matériel, c'est que il y a tellement de choses et qu'au début, on a envie de tout essayer qu'il faut tester, parce qu'au final, moi, j'ai rechangé plusieurs fois mon organisation. Il faut tester pour voir ce qui vous convient avant d'investir parce que j'ai peur qu'après on achète plusieurs choses dont on n'a pas vraiment besoin. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait la couture. Donc moi j'ai un porte-monnaie au quotidien, je ne me promène pas avec ça dans mon sac à main. Il y a beaucoup trop d'argent dedans et c'est beaucoup trop lourd. Donc je me suis cousu un porte-monnaie dans lequel j'ai créé toujours moi-même des intercalaires qui me permettent en fait de me promener avec l'argent dans chaque catégorie, ici, et la monnaie ici. Et du coup, moi je me promène avec ça dans mon sac à main, et l'organiseur reste à la maison, et je ne prends que la monnaie dont j'ai besoin. J'ai mes cartes également dedans.
Mais voilà, ça j'ai rien acheté. Bon, j'adore faire de la couture et des bricolages. Par exemple, pour ce qui est de comment dire, les petites pièces à la fin du mois, je les mets dans une tirelire. Et ben c'est un cadeau de fête des mères de mon fils. Donc voilà, ça ne m'a rien coûté. Et en plus, mon fils est très fier de se dire que toutes les pièces qui restent vont dans son cadeau de fête des mères et que ça sert. Le seul achat que j'ai vraiment fait, c'est ce petit stylo. Celui-là ou un autre d'ailleurs, mais qui permet d'écrire sur les trackers plastifiés et que ça ne s'efface pas voilà, si on passe le doigt dessus. Et ça permet juste à la fin du mois d'effacer. Alors j'utilise du dissolvant pour les ongles pour effacer, ça s'efface super bien. Mais voilà, ça a été mon seul investissement. Alors voilà, je sais que c'est tentant, mais je pense qu'on peut vraiment faire avec pas grand chose pour démarrer. Et ça, faut pas que ça soit un frein au démarrage du système des enveloppes. Et ça vous permettra aussi de voir si c'est un système qui vous convient ou pas avant de dépenser de l'argent pour le mettre en place. Ça, c'était mon petit point sur le matériel. Et enfin, la dernière étape, elle est toute simple. C'est de vous lancer. C'est de vous lancer, c'est-à-dire de retirer vos premiers euros, vos premiers francs CFP, etc. De remplir vos enveloppes, que ce soit des petites enveloppes blanches qui sont rangées dans une boîte à la maison, que ce soit dans un super planeur que vous avez acheté, etc. Mais d'essayer et de voir ce qui fonctionne, de réajuster. Moi j'ai fait je ne sais pas combien de réajustements depuis que j'ai commencé, mais tester et vous verrez si vos catégories sont les bonnes, si le montant est bon dans vos catégories. L'avantage du budget base zéro, c'est que tous les mois on peut recommencer, qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre et qu'on peut à chaque fois essayer de faire mieux que le mois dernier, réajuster ses catégories, réajuster ses montants, passer en cash, passer en virtuel, faire marche arrière. Voilà, c'est vraiment un système qui est flexible et qui est adaptable à la réalité de votre budget et où chacun doit pouvoir trouver son compte, et surtout il n'y a pas de dogme et de il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment en fonction de vous, de vos habitudes, de la réalité de votre budget, de votre composition de famille, si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, pas d'enfants. Enfin voilà, on peut vraiment tout adapter et c'est ce que je trouve assez intéressant avec ce budget. Ce que je vous ai préparé, c'est un fichier qui récapitule, enfin un petit visuel qui récapitule tout ça, que je vous mettrai en description de la vidéo. Et bien en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Et en attendant, budgetez bien!